les bonnes pratiques en termes de méthode, de démarche, de mise en œuvre et aussi d'outillage. Très rapidement, on commencera par une petite introduction, on rentrera dans le détail des méthodes, des différentes méthodes, on rentrera plus dans le détail sur l'activity-based costing, on fera un petit point sur l'outillage et on essaiera d'aller vite pour laisser plus de temps en fait pour la présentation de l'outil Valoxia ABC et surtout pour répondre à vos questions, vos interrogations. D'ailleurs, n'hésitez pas au fait à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre au fait à la fin de cette présentation. Donc, j'ai le plaisir, au fait, de animer ce webinaire avec Kenza Alaoui, qui est partenaire au sein du bureau Cost House Casablanca, en charge de la practice costing, et Youb Khdi, consultant senior, et Lamia Rachek, notre business développeur, qu'on remercie pour avoir organisé et préparé ce webinaire. On a le plaisir aussi d'avoir des collègues du bureau de Suisse et de Paris qu'on salue et qu'on remercie d'être là. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, Cost House est un cabinet d'experts international spécialisé en performance économique. On va en parler après de la performance économique. On dit expert parce que la moyenne d'âge des consultants chez Cost House est de 41 ans. La majorité ont été opérationnels dans des directions financières, des DSI, des directions achats, avant de faire du conseil et ont du double diplôme école d'ingénieur, école de commerce. International parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est présent au Maroc depuis 2014, mais le cabinet existe en France depuis 2004, en Suisse et au Brésil. Je rentrerai plus dans le détail sur nos offres. En gros, on a trois grandes familles d'offres. Donc la partie conseil, la partie conseil outillé et donc au fait l'accompagnement de nos clients dans l'outillage des démarches qu'on met à leur disposition et la partie talent house autour de la formation des freelances et de sujets RH. Donc sur le volet conseil, notre première expertise, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de coûts. Donc c'est tout ce qui est autour du contrôle budgétaire, mais surtout autour des modèles de costing, qui est le sujet de notre présentation aujourd'hui. À partir de ce moment-là, au fait, l'idée, c'est d'accompagner nos clients en utilisant les résultats de ces modèles de costing dans la mise en place de chantiers de compétitivité, des chantiers de pilotage, d'optimisation des coûts autour des achats, autour de l'orgueil process, autour du portefeuille projet, de design to cost, invest to cost. Pardon, j'ai une petite coupure. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Le troisième domaine d'expertise, en fait, ce qu'on appelle les simulations économiques. Cette crise nous l'a bien montré. Il devient de plus en plus difficile, en fait, de construire des plans stratégiques à long terme parce que c'est de plus en plus difficile de faire des prévisions. Notre vision est que les entreprises doivent disposer d'outils de prise de décision qui vont leur permettre de répondre à des questions de type what if, qu'est-ce qui se passe si je lance une nouvelle usine? Qu'est-ce que je passe si je crée une nouvelle ligne de production, si j'arrête des produits, si je lance un plan de transformation, un plan d'investissement? Et donc, en fait, notre démarche, c'est, on va en parler aujourd'hui, c'est de mettre en place des modèles de simulation économique basés sur les modèles de costing qui vont permettre justement de faire des simulations, des scénarios de construction budgétaire, de simulation d'hypothèse business. Et puis, on accompagne nos clients à travers dans les démarches benchmark par des benchmarks au fait des coûts, des benchmarks de coûts et de dimensionnement, que ce soit sur les systèmes d'information, les DSI ou au global sur l'ensemble des fonctions transverses de l'entreprise. Alors, rentrant dans le vif du sujet, chez Cost House, on se dit spécialiste de la performance économique. C'est quoi la performance économique? Performance économique, en fait, c'est l'équation qui va lier au fait les coûts, les investissements qu'on va mettre en œuvre pour produire un produit ou un service face à la valeur que va générer, au fait, ce produit ou ce service. Donc, dans l'équation de la performance économique, on a bien évidemment les coûts, on a la valeur créée par l'entreprise et on va avoir un troisième point important qui est les délais de mise en œuvre ou le time to market
c'est-à-dire la capacité de se positionner de manière très rapide sur de nouvelles offres, sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux besoins. Maintenant qu'on a défini la performance économique, comment faire au fait au sein de nos entreprises pour atteindre cette performance économique? On a ce qu'on appelle, les marches de la performance. Donc la première étape de la performance, c'est déjà de bien connaître ses coûts. Ça peut vous paraître quelque chose de basique et simple, mais on se rend compte que dans beaucoup de nos entreprises, on a une difficulté de bien maîtriser le pilotage, de bien maîtriser nos coûts, que ce soit en fait les coûts par nature, donc à travers les démarches de contrôle budgétaire, de pilotage budgétaire, mais surtout les coûts par destination, c'est-à-dire les coûts analytiques, les coûts par produit, par ligne de production, par magasin, par site, par zone géographique de distribution. Donc l'ensemble des axes analytiques qui vont permettre au fait à l'entreprise de piloter par la marge son entreprise. Ça, c'est la première marche de la performance. La deuxième marche, c'est d'améliorer, c'est-à-dire de mener des chantiers de compétitivité. Quand on a mis en place notre modèle de costing, on va pouvoir se benchmarker, pouvoir identifier au fait des gisements de compétitivité, des axes de compétitivité, et donc de pouvoir lancer ces actions pour optimiser dans la durée et de manière itérative au fait nos coûts d'exploitation et la valeur créée pour les entreprises. La troisième marche, c'est la pérennisation de tous ces éléments-là sur la durée. L'idée, c'est pas d'être dans des opérations one-shot, mais plutôt de pérenniser et d'ancrer la culture de la performance économique au sein de l'entreprise à travers des démarches avancées, des démarches budgétaires avancées, à travers la gestion de portefeuille projet, à travers les simulations économiques, à travers le pilotage par les indicateurs, balance scorecard, donc l'ensemble de ces démarches qui vont nous permettre, en fait, d'ancrer la culture de la performance dans l'entreprise. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que on va se concentrer sur le première marche mesurée et on fera un point rapide sur le volet simulation économique qui va nous permettre, en fait, de piloter notre stratégie. Pourquoi mettre en place un modèle de coût complet aujourd'hui encore plus que par le passé? Les services et les produits qu'on produit dans nos entreprises sont de plus en plus complexes et spécifiques. Aujourd'hui, la mise en place au fait, de centrales d'achat, de centres de services partagés, sur le volet informatique, de serveurs mutualisés, de virtualisation, des choses comme ça, fait qu'on a de plus en plus au fait de produits complexes et spécifiques avec la digitalisation, avec tous ces éléments. Avant, en fait, on avait relativement des produits simples, même avec des volumes importants, donc on était capable d'affecter de manière simple la matière première, par exemple, de rajouter une couche du coût indirect. Aujourd'hui, en fait, nos produits et services sont de plus en plus complexes et donc ces méthodes sont de moins en moins pertinentes. Deuxième point très important, c'est qu'on a de plus en plus de coûts indirects dans notre structure de coûts, y compris dans le secteur industriel qui est connu pour avoir des taux de coûts directs très importants, notamment les matières premières. Aujourd'hui, y compris dans le milieu industriel, on a des coûts de recherche et développement, des coûts informatiques, des coûts de marketing, des fonctions support qui sont de plus en plus importants et donc justement il est important de savoir bien ventiler ces coûts indirects sur nos objets de coûts qu'on cherche à valoriser, notamment dans des marchés très concurrentiels où la marge peut être relativement faible. Si on se trompe dans la ventilation des coûts indirects, on peut biaiser de manière très importante en fait la vision de la marge par produit ou par segment ou par région ou par Autre point important, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à travers les démarches achats, les démarches de lean management d'excellence opérationnelle, les coûts directs sont relativement bien maîtrisés, plutôt optimisés en fonction de la maturité dans nos entreprises. Mais beaucoup d'entreprises ont mis en place des fonctions achats matures, des démarches d'excellence opérationnelle qui ont permis d'optimiser les coûts directs. Par contre, on se rend compte que les coûts indirects qui peuvent avoir un impact important n'ont pas forcément fait l'objet de ce genre d'effort. Ce qui revient in fine au fait dans les démarches classiques, au fait à calculer un prix de revient basé sur les coûts directs
en affectant les coûts indirects de manière un peu grossière, en utilisant quelques clés de répartition, c'est-à-dire les effectifs, les mètres carrés, le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les démarches de comptabilité analytique classiques ou ce qu'on appelle les démarches sections homogènes, qui sont souvent modélisées dans des ERP comptables avec un ou deux axes analytiques. On se rend compte aujourd'hui que ce prix de revient peut être complètement biaisé dans notre retour d'expérience sur la mise en place de plusieurs centaines de modèles économiques. On se rend compte qu'un produit sur quatre représente un écart supérieur à 25% entre les méthodes classiques et des méthodes modernes de type activity-based costing qu'on va vous présenter. Justement, je parlais d'outils. Aujourd'hui, au fait, modéliser une comptabilité analytique moderne dans un ERP n'est vraiment pas pertinent. On va le voir après, justement parce que ces outils ne permettent pas, d'une part, de démultiplier les axes analytiques, de démultiplier les steps de réallocation, on va les voir après, de démultiplier au fait les types de clients, d'activités, les catégories de produits. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus des usines à gaz qu'on va construire dans ce genre d'outils, alors que on va retrouver des outils pure player dédiés au costing qui vont permettre en totale souplesse et agilité de pouvoir rajouter des axes analytiques, revoir des règles, faire des simulations et pouvoir piloter la marge en toute souplesse par les équipes contrôle de gestion et le management. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça va nous apporter la mise en place d'un modèle de coût complet? Un modèle de coût complet, je le dis toujours, c'est pas un projet de contrôle de gestion ou de direction financière, c'est un projet d'entreprise qui va avoir des impacts extrêmement importants, notamment sur la politique commerciale. On le voit souvent chez nos clients, en fait, quand on met en place le modèle de coût complet, on va venir casser un certain nombre d'idées préconçues ou des intuitions qui vont nous faire que on pense que ce produit-là est le plus rentable de la gamme, que cette région est la plus rentable, que cette ligne de production est la plus rentable. C'est pas toujours intuitif, c'est même contre-intuitif souvent. On va découvrir au fait des produits qui génèrent en fait beaucoup de marge, d'autres qui en génèrent beaucoup moins, contrairement à ce qu'on pense. Et donc un modèle de coût complet va nous permettre en fait de nous positionner le prix et d'affecter de manière importante notre politique commerciale. Ça va nous permettre aussi d'orienter nos investissements marketing et commerciaux pour pouvoir justement plus les prioriser sur les produits les plus margés ou au contraire dans une démarche de pousser au fait un produit moins margé. Ça va nous permettre, au fait, de travailler sur l'efficacité commerciale et donc l'optimisation du maillage territorial de réseaux de distribution à travers le marge par région, la marge par point de distribution, par magasin. Ça, c'est sur le volet politique commerciale. Un modèle de costing va nous permettre de optimiser également la roadmap produit pour la tarification, pour le chiffrage, pour les business cases de lancement de nouveaux produits et pour nous aider à décider au fait des budgets R&D à consacrer aux produits existants ou aux nouveaux produits. Un modèle de costing va nous aider à mieux chiffrer et arbitrer nos besoins en projet ou nos demandes de métier et va nous permettre en fait de mieux prioriser nos nouveaux investissements, de mieux affecter nos investissements et d'optimiser également notre politique notre stratégie de maintenance. Un outil de costing va être un très bon outil pour les directions achats également, dans l'aide au fait dans ce qu'on appelle le make or buy ou l'internalisation-externalisation. Dans les années, début des années 2000, les années 90, il y a une très forte tendance vers l'externalisation, pardon. On se rend compte que c'est pas forcément toujours une bonne idée et les décisions d'achat, d'optimisation, de design to cost, basées sur un vrai modèle de coût complet, va permettre en fait à l'entreprise de prendre des décisions les plus pertinentes possibles. Pour la performance opérationnelle, quand on fait des démarches lean par exemple ou d'excellence opérationnelle, le fait de disposer d'un modèle
de pouvoir faire du lean accounting et donc de pouvoir suivre le coût de nos process, le coût de nos activités et de pouvoir suivre la réalisation des gains de manière très pertinente. C'est un excellent outil de pilotage financier, au fait, à travers notamment ce qu'on appelle les démarches de showback ou de chargeback, c'est-à-dire de facturation en interne pour responsabiliser les entités, pour disposer de PNL analytique par BU, par direction, par ligne métier, mais aussi de refacturation externe, notamment sur les filiales. Vous avez tous vu que dans la loi de finances 2021, le Maroc, au fait, tend vers les recommandations de l'OCDE en termes de prix de transfert et l'administration fiscale est de plus en plus regardante sur les refacturations au sein des groupes, que ce soit au sein des entités au Maroc ou dans les filiales subsahariennes, par exemple. Et donc, l'importance de documenter, en fait, les modèles de facturation à travers des modèles de costing, c'est un enjeu extrêmement important et on accompagne un certain nombre de nos clients, justement, dans la définition de la politique de facturation interne et dans sa documentation pour les besoins des commissaires aux comptes et de l'administration fiscale. C'est un outil qui va nous permettre en fait, d'améliorer notre construction budgétaire. Les démarches budgétaires classiques où on va venir en fait, prolonger d'une année à une autre un certain nombre en fait, de lignes atteint ses limites. C'est des démarches budgétivores, chronophages, alors que, en fait, le fait de disposer d'un modèle de costing va nous permettre, en fait, de partir d'hypothèses business, des coûts standards et de pouvoir construire des budgets de manière plus rationnelle et plus en lien avec le business. Ces modèles de costing vont nous permettre d'enrichir nos tableaux de bord ou nos indicateurs. Comme on va le voir, en fait, dans un modèle de costing, on va intégrer des données financières, mais on va intégrer beaucoup de données opérationnelles qui viennent des différents outils achat, GMAO, production, stock, tout ça. Et donc, on dispose en fait d'une base de données qui est extrêmement importante pour alimenter en fait les tableaux de bord, non seulement de données financières et analytiques, mais aussi de données opérationnelles qui permettent d'expliquer les évolutions et les variations. Et puis quelque chose qu'on n'y pense pas beaucoup, c'est que un modèle analytique, du fait que on va venir qualifier et analyser nos charges, nos produits pour les affecter, ben, ça nous permet en fait de fiabiliser nos référentiels de gestion, nos référentiels comptables, notamment quand on va venir présenter les résultats analytiques aux métiers qui vont les challenger, qui vont nous poser des questions, où on va identifier des erreurs. Et donc, c'est un super modèle, c'est un super outil de fiabilisation de nos référentiels comptables et de gestion. Et puis les éléments réglementaires dont j'en ai parlé, comme la valorisation des stocks en industrie, ou les prix de transfert, ou les réponses aux contraintes réglementaires dans le secteur bancaire et assurance, de BAL 2, de Solvency II, notamment de l'IFRS 17 notamment. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi engager un modèle de coût complet, qu'est-ce que ça va nous apporter, quelle méthode choisir? On partagera avec vous ce document, mais pour aller vite, en gros, aujourd'hui, il y a deux grandes familles au fait, de méthodes. Il y a les méthodes classiques, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, ce qu'on appelle les sections homogènes, où on va venir en fait affecter des charges directes à des objets de coût et on va mettre dans des pavés ou des centres de coûts ou des centres organisationnels un certain nombre en fait, de charges indirectes qu'on va venir affecter sur les objets de coût par des clés de répartition. Donc, en général, c'est des démarches qui sont relativement simples à mettre en place avec un nombre limité de clés de répartition et on a un rapprochement direct avec l'organisation. On va voir que c'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir disposer du coût par direction, des charges par direction. La problématique, c'est que, et on le vit dans toutes nos entreprises, c'est que les organisations changent régulièrement. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on change d'organisation, on doit remettre en cause notre modèle analytique ou notre modèle de costing, contrairement à une démarche activité-based costing qui est basée sur les processus, sur les activités, donc sur les processus, et qui ne tient pas compte, en fait, des évolutions organisationnelles. Les inconvénients de la démarche, c'est la difficulté d'imputer les coûts indirects, j'en ai parlé tout à l'heure. Le fait d'utiliser quelques clés de répartition comme l'effectif ou le chiffre d'affaires va venir biaiser au fait les résultats et la prise de décision.
On va avoir des difficultés, en fait, si on souhaite faire des prestations croisées. C'est pas quelque chose qu'on vous recommande vraiment, mais c'est vraiment en dernier recours en cas de besoin. Et puis, on va venir alourdir la comptabilité générale. On accompagne un de nos clients justement pour sortir la comptabilité analytique de la comptabilité générale parce que cette démarche a transformé les contrôleurs de gestion en agents les équipes pardon, comptables en agents de saisie pour pouvoir en fait découper des factures dans la comptabilité générale. Et donc, en termes de délai, en termes de compte charge, c'est très, très lourd. Après, cette méthode de section homogène peut être pertinente, notamment pour des entreprises qui sont dans le négoce, où on va acheter au fait ou importer au fait des produits ou des matières, et donc ces coûts directs représentent plus de 90% ou 95% des structures de coûts. Effectivement, si on a une démarche en plus confortable, ça vaudrait peut-être le coup de mettre en place cette démarche de section homogène dans ce contexte, dans ce contexte-là. La deuxième méthode, en fait, c'est ce qu'on appelle l'activité-based costing, et donc, au fait, qui va nous permettre de calculer des coûts complets plus pertinents à travers notamment une meilleure ventilation des indirects, à travers la mise en place d'un lien de cause à effet entre les objets de coût et les dépenses qui sont consommées. C'est-à-dire qu'on va avoir une piste d'audit et chaque objet de coût va supporter ce qu'il consomme réellement, en fait, comme ressource ou comme charge. C'est un dispositif qui va permettre un meilleur dialogue entre les financiers et les équipes opérationnelles à travers notamment les tâches activités process qui reflètent ce que font les bien, petite coupure. Donc, au fait, je disais, ça va permettre de rapprocher les opérationnels et les financiers. Et dernier point, c'est que ça va nous permettre, au fait, de piloter notre activité, pilotage de la marge sur différents axes, sur différents niveaux. On va le voir plus tard. Les inconvénients de la méthode, c'est le risque d'usine à gaz. En fait, le fait d'avoir une granularité trop détaillée, et c'est là où fait l'importance de se faire accompagner par les experts pour choisir la bonne granularité du modèle qui va permettre une bonne analyse sans rentrer en fait dans une usine à gaz. Un point important, c'est que on a besoin dans un modèle ABC d'un nombre élevé de données qu'on va. Excusez-moi, il y a une coupe. Allô, oui, vous m'entendez de nouveau? Donc, je disais, en fait, on va avoir un nombre important de données à collecter, mais comme je l'ai dit toujours, un modèle de costing doit être un modèle itératif. Si on doit attendre de disposer de l'ensemble de données, ben, on n'y arrivera jamais. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir récupérer les données au fil de l'eau et d'améliorer, en fait, à travers un plan d'industrialisation au fil des itérations. Et puis le dernier point, mais qui est de moins en moins vrai, c'est au fait le fait que c'est des projets au fait qui peuvent nécessiter un effort significatif. Aujourd'hui, plus de 20 ans après le lancement de l'ABC, on a des retours d'expérience, on a des référentiels standards, on a des outils modernes. Donc cet effort significatif de mise en œuvre au fait est de moins en moins vrai pour la mise en place de projets Je suis de retour. J'ai des problèmes de connexion, je m'en excuse. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on Parfait. attend. Désolé. Alors, pour rentrer dans le détail d'une démarche activity-based costing, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on part du principe que nous avons des clients ou des partenaires qui vont consommer des services ou des produits
Ces services et ces produits vont consommer des activités. Les activités, ce sont nos processus opérationnels. Et ces activités vont consommer des ressources. Ce sont en fait nos charges, nos masses salariales, matières premières, charges de fonctionnement, dotations d'investissement dans la vision PNL. Donc tout l'intérêt de la démarche, c'est la différence par rapport aux méthodes classiques. C'est cet étage activité qui a un double rôle. D'abord, de pouvoir calculer le coût complet par process, justement pour nos projets d'excellence opérationnelle, de performance opérationnelle. Et d'autre part, c'est de pouvoir faire un lien de cause à effet entre en fait un produit et un service et la ressource en fait qu'il utilise. C'est très très difficile d'affecter notamment de la masse salariale des équipes marketing par exemple sur un produit ou un service. Par contre, on va pouvoir faire le lien entre le produit et qu'est-ce qu'il consomme en coût complet de processus marketing ou commercial. Donc, c'est vraiment un point important et différenciant, c'est de pouvoir, en fait, à travers cet étage activité qui est la spécificité de l'activité-based costing, de pouvoir créer ce lien de cause à effet qui va permettre en plus de faire adhérer et approprier les équipes opérationnelles les résultats du modèle parce que vous êtes capable, à travers des fonctions drill down qu'on va dérouler tout à l'heure dans l'outil, de montrer à vos clients pourquoi, au fait, le coût de leur service ou de leur produit, il vaut tant. On est capable de le justifier en totale transparence avec les métiers. Point très important, en fait, c'est que au-delà de ces étages, d'ailleurs, qu'on peut démultiplier, hein, ici on parle de 4 niveaux, mais on peut avoir autant de niveaux qu'on souhaite. Souvent, on introduit des steps intermédiaires pour valoriser, en fait, les produits semi-finis, par exemple, ou les services techniques intermédiaires, ou des choses comme ça. On peut en démultiplier autant qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir intégrer des axes d'analyse et des attributs à chacune de ces étages. Sur le volet ressources, on va pouvoir intégrer le type de charge, les entités, les codes comptables, les fournisseurs, le caractère arbitrable ou pas, le caractère variable ou pas. Et donc, ce qui est l'intérêt d'intégrer ces axes analytiques et ces attributs sur nos référentiels, c'est de pouvoir, en fait, valoriser et porter sur les différentes steps, en fait, ces axes analytiques. Je vous donne un exemple. On va dire que le coût complet de tel produit, il vaut 100. Bah, je vais être capable de dire, bah, dans les 100, j'ai 60 de coûts fixes et 40 de coûts variables. Si demain, je dois réfléchir sur comment optimiser au fait, le coût de ce produit-là, la marge de ce produit-là, ben, je peux me concentrer plus rapidement sur les coûts variables parce qu'on sait que les coûts fixes sont plus difficiles au fait, à optimiser. Donc, c'est vraiment un point important de pouvoir en fait faire de l'outil un vrai, ou du dispositif analytique, un vrai outil de pilotage en intégrant, et de prise de décision en intégrant des axes analytiques sur les différents niveaux des étages. Vous verrez ça quand Kenza et Ayoub vous feront la démo de l'outil. J'avais parlé tout à l'heure au fait des simulations économiques. Donc l'idée c'est quoi? Je vous ai présenté ici la démarche Activity-Based Costing. En fait, la démarche Activity-Based Budgeting, c'est d'inverser en fait le raisonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire des simulations budgétaires pluriannuelles au pouvoir mesurer l'impact d'une décision de gestion sur notre marge, ben, on va partir au fait de services, des produits. On va pouvoir injecter un certain nombre d'hypothèses, d'hypothèses business, d'hypothèses marketing, d'hypothèses opérationnelles, d'hypothèses financières. Et en plus de ces hypothèses business, on va définir quelques règles parce que, notamment, et on le sait tous, l'évolution des charges n'est pas toujours linéaire. Les charges, y compris les charges fixes, évoluent en fait de manière proportionnelle ou par palier. Et donc, on va définir ces règles-là, on va intégrer des hypothèses business, on va lancer le modèle. Ça va nous permettre en fait de valoriser le coût des ressources ou de construire un budget ou de voir en fait la transformation de notre marge ou la transformation du coût complet. Alors, en termes de démarche, au fait, la mise en place d'un modèle de costing, au fait, inversement au modèle qu'on vous présente là, en fait, on va démarrer par la définition des différents référentiels, des référentiels des offres clients, les référentiels des produits, les référentiels des activités opérationnelles,
Quand on aura fini de définir ces référentiels, ben, on va partir en fait à travailler avec les comptables et les contrôleurs de gestion sur l'affectation des charges ou la qualification des charges, soit de manière directe, soit à travers des clés pour la masse salariale ou pour des charges communes. La troisième étape très importante derrière, c'est de pouvoir définir des inducteurs opérationnels, des inducteurs techniques qu'on va identifier avec les équipes opérationnelles pour pouvoir en fait affecter et ventiler les activités indirectes. Donc à travers ces différents démarches, ben, on va pouvoir en fait valoriser les objets de coût, analyser et valider les modèles. Quelques bonnes pratiques avant de passer au fait à la démo. Un modèle de costing doit être simple afin d'être souple, lisible, intégré progressivement avec de nouveaux périmètres. C'est vraiment très important. Un modèle de costing doit disposer d'axes d'analyse, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Et enfin, un modèle de costing doit être outillé, industrialisé et adopté par les équipes. C'est ce qu'on vous montrera après. Juste avant de donner la parole à Kenza et Ayoub, un point très important, c'est ce qu'on vient de dire, un modèle de costing doit être industrialisé parce que on va pouvoir gérer, on va devoir gérer des volumétries de données extrêmement importants, des calculs importants. Et donc aujourd'hui, il y a des moteurs de calcul comme Valoxiat, on vous présentera, qu'on va pouvoir interfacer avec les ERP, les outils comptables, RH, achats pour toutes les données financières, d'une part, et interfacer avec d'autres outils pour pouvoir injecter des fichiers de toute nature pour les données techniques, pour pouvoir, à travers les référentiels modélisés dans ces outils, pouvoir générer des résultats, des calculs, coûts par ressource, par activité, par service, par client, des coûts unitaires, des drill down, et pouvoir alimenter des tableaux de bord dans l'outil d'une part, dans des outils simples comme Excel ou dans des outils de data viz que vous êtes de plus en plus à utiliser comme Power BI, ClickView, Tableau Software. Ce que je vous propose, c'est les différents types de tableaux de bord. Ce que je vous propose, c'est de basculer directement. J'ai été très bavard, il nous reste 25 minutes pour faire la démo et on vous répondra à vos questions après. Bonjour à tous. Alors, pour faire la petite démo, ce que je vous propose, c'est de démarrer au fait par un petit cas, en fait, de dérouler un petit cas. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, on vous entend. Parfait, parfait, merci. Donc, Oui, comme expliqué Sifaidi, dans un modèle de coût, au fait, il y a plusieurs étapes. Et les étapes vont consister d'abord en la construction du modèle, donc cette modélisation qui va suivre le synoptique classique de ressources, activités, services et clients. Et l'objectif, c'est de faire le lien entre ces différents éléments. Donc là, dans notre cas de figure, par exemple, on va avoir un cas d'une entreprise qui s'appelle Kiroul et qui fabrique trois produits et qui seront en fait nos services, dans les tâches services de l'activity-based costing. Donc cette entreprise fabrique des voitures citadines, des compacts et des SUV. Et elle a 4 clients ou 4 succursales en fait pour la distribution de ces véhicules, que sont la succursale nord, sud, est, ouest. Cette entreprise, elle va être organisée aussi, comme toute entreprise, avec une direction générale et des départements. Donc, on aura l'usine de montage, l'atelier moteur, le Project Management Office et les fonctions transverses. Et on a tous les différents départements ci-dessous. C'est important l'organisation, car elle permet justement de définir la structure de l'entreprise, mais surtout, on va rentrer dans les activités qui sont réalisées par ces différentes fonctions. Et il s'agit justement dans la démarche de décortiquer les activités réalisées par ces départements. Donc, d'où l'activity-based costing. Parce qu'on peut avoir effectivement des activités qui sont réalisées par plusieurs entités et qui vont être un peu à cheval sur ces départements. Donc, dans la démarche, on va venir découper
l'entreprise en activités réalisées. Et donc là, on se retrouve avec ces activités que vous voyez ici dans ce tableau. Donc, on va avoir dirigé l'entreprise, acheter, approvisionner, assurer la gestion financière, les ressources humaines, etc. Ça, c'est pour les activités transverses. Et pour les activités, on va dire, plus directes et qui vont être associées de manière un peu plus directe aux produits, on va avoir dans l'usine de montage, donc les ateliers, donc l'atelier peinture et l'activité, c'est peindre les véhicules. On va avoir assembler les véhicules. On va avoir aussi assurer la qualité. L'atelier moteur, c'est assembler les moteurs. Et les équipes projets, au fait, s'occupent de la conception et de l'industrialisation par type de véhicule, ou ça pourrait être de manière plus transverse dans d'autres cas. Donc, voici en fait la structure de notre modèle. C'est important de comprendre ça dans un modèle ABC, c'est ce qu'expliquait justement Karim juste avant. Une fois qu'on a fait ça derrière, on va venir justement construire, structurer tout ce modèle-là avec donc notre référentiel produits, services, nos activités, et on va analyser nos charges, que sont donc nos ressources, la masse salariale, les achats, le fonctionnement, etc. Et ensuite, on définira les règles d'affectation des ressources vers les activités, et donc on va avoir nos inducteurs de ressources, pour ensuite valoriser les activités. Ensuite, ces activités vont venir se déverser sur des services. Donc, les services viennent consommer des activités, et là, à travers des inducteurs d'activité. Et enfin, on va venir valoriser nos clients à travers des unités d'œuvre qu'on aura définies. Donc, c'est de la consommation de chaque client, la consommation des services, voilà, par client. Et donc, voici l'architecture globale du modèle. Une fois définie, voici ce que ça donne. Donc, avec nos 4 étages, ressources, activités, services, clients. Et on va retrouver ici tous nos référentiels. Et on fait le lien, justement, à chaque étage. Voilà. Donc, quand on a fait ça, si on rentre un peu plus maintenant dans les données, donc notre entreprise, elle a un budget de charge en 2019 qui était de 606 millions d'euros. Avec le plus gros poste, c'est les achats de matières premières et composants, par exemple, c'est 306 millions d'euros. On va avoir les amortissements, que vont être nos moyens de production, au fait, pour 151 millions d'euros. On a la production immobilisée, donc ça, ce sont les projets, pour 101 millions d'euros. Et on va avoir les frais de personnel, 41 millions d'euros, et les frais de structure, 7 millions d'euros. Maintenant, si on bascule au fait sur l'interface Valopsia, une fois qu'on a structuré tout ce modèle, on peut aller sur l'interface. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà, là on est sur l'interface Valopsia. Vous la voyez? Tout le monde la voit? Oui, oui. Oui, c'est bon, c'est parfait. Très bien, merci. On ne sait jamais que la connexion des fois coupe ou on s'entend parler tout seul. Alors, donc ça c'est l'interface Valopsia. Une fois qu'on a effectivement… Pardon? J'agrandis un petit peu, bien sûr. OK. Après, parfois, je serai amenée peut-être à le réduire parce que sinon, on ne peut pas faire le scroll down. Alors, donc dans cette interface Valopsia, on va avoir ici, au fait, sur la gauche, notre menu, avec une page d'accueil. On va retrouver ici, au fait, le nom de notre modèle, avec une synthèse, donc la période de valorisation, la dernière valorisation, la valeur. On va avoir nos paramètres généraux, c'est-à-dire les vues financières, est-ce qu'on est en vue PNL, cash out, OPEX, et les différentes hypothèses qu'on aura prises en termes de seuil de matérialité pour la valorisation, par exemple. On va avoir surtout notre structure du modèle. Donc, comment la structurer, ce modèle-là? On a des familles de services, on a des activités, on a des services, des clés de répartition, etc. et les étapes. D'accord? Et ça, c'est justement, c'est notre structure du modèle qu'on va retrouver ici. Et enfin, la valorisation du modèle qui va nous expliquer combien j'ai de lignes de ressources au fait dans mes ressources, mes données de sortie que sont donc les résultats avec un Pareto des activités, les résultats et voilà, et tous les rapports que génère le modèle, les rapports sur les ressources, sur les inducteurs, sur les prestations et ainsi de suite.
On a aussi sur la gauche, pour revenir sur le volet à gauche, on a le centre d'administration. On peut venir ici, bien sûr, gérer les différents utilisateurs, les habilitations. Et puis ici, en fait, Valopsia, c'est un moteur de calcul hein, qui repose sur une architecture web service. Et au fait, il a un moteur de présentation web, c'est ce qu'on est en train de voir, mais il a aussi des fournisseurs de données OData et JSON pour pouvoir justement disposer de reporting et de restitution. Et comme disait Karine, par rapport à l'interface ou à l'interconnexion avec les outils de data visualisation. Donc, par contre, là, je vais réduire parce qu'on ne les voit plus. Voilà. Vous voyez sur la gauche, hop, voilà. Nous avons ici, sur la gauche, donc dans les flux de données, nos connecteurs pour les flux OData et JSON qui permettent justement la connexion avec les fournisseurs de données. En termes de paramétrage, donc tout ce qu'on veut paramétrer du modèle, on va venir le paramétrer ici sur la gauche. Voilà. On va avoir les paramètres globaux du modèle avec le nom de l'instance, la plage de valorisation, parce qu'on peut, effectivement, là c'est une valorisation annuelle, mais on peut avoir la valorisation semestrielle, trimestrielle, mensuelle. On va avoir nos vues financières, donc que sont les vues PNL, cash out ou OPEX. Hop, on va avoir, voilà. On va avoir aussi ici nos dimensions, ce qu'on appelle les dimensions. Ce sont les attributs au fait qu'on aura définis pour nos services, pour nos activités. Par exemple, pour les activités, on peut venir définir ici la macro-activité pour avoir une typologie d'activité. C'est un regroupement en fait d'activités. Ce sont nos attributs, les attributs de prestation aussi. Ça va être les unités d'œuvre, des objets de refacturation, par exemple. On peut avoir des attributs de modèle, on peut avoir des axes d'analyse de ressources. Donc ici, en l'occurrence, on a mis le sourcing interne, externe, par exemple. On peut avoir les fournisseurs comme axe d'analyse de ressources. On peut avoir fixe, variable. Ce sont tous ces axes-là, effectivement, qui vont nous permettre de pousser un peu plus l'analyse, la réflexion autour de l'ABC, autour de nos produits, de nos activités. On va retrouver ici aussi tout le paramétrage lié aux résultats, au reporting qu'on veut générer, les différents rapports. On a aussi un module facturation. Si on veut éditer les factures, on va pouvoir générer nos factures avec un taux de TVA généré, avec une marge qu'on peut définir. Et c'est une génération automatique que je peux vous montrer. Donc, par exemple, voilà, hop, un petit exemple de facture qui sort automatiquement de Valopsia. Il suffit juste de paramétrer. Sinon, notamment quand on est dans les systèmes de facturation interne, dans les systèmes de facturation verticale, sur les prestations. Exactement. Et donc, c'est documenté avec tout un détail qui permet la piste d'audit et la justification des factures, donc avec un prix unitaire, une quantité, un taux TVA qui est défini. Et tout ça, c'est paramétré en amont ici et dans le modèle. On peut aussi générer les catalogues, donc de catalogues de services dans une logique effectivement de facturation et d'engagement de SLAs. Donc, on va pouvoir ici, pareil, les paramétrer et les générer. Ce qui est très bien aussi dans cet outil, c'est que, bien sûr, et nous, contrôleurs de gestion, on aime ça, hein, en fait, c'est comparer les exercices, comparer les instances, faire des simulations. Et donc, au fait, on peut avoir un système de jeu de paramètres. Et donc là, au fait, en changeant un ou deux paramètres, on peut venir ici modifier des éléments et simuler et faire des comparaisons. Et donc, l'outil permet tout ça justement, de créer plusieurs instances, de comparer un réalisé avec un budget, avec un forecast, une année N avec une année N-1 et ainsi de suite. Alors, le volet gestion des référentiels, donc c'est là on va retrouver effectivement tout ce qu'on a paramétré en amont, c'est-à-dire nos services. On ne vous entend plus. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui. D'accord, ok, merci. On t'entend très bien.
Parfait, merci beaucoup. Donc ici, sur le volet sur la gauche, donc la gestion des référentiels, on va venir paramétrer effectivement nos référentiels, que sont donc nos familles de services. Ici, on a la famille, on va dire les clients, donc les succursales. On va avoir les véhicules. Et donc, nos véhicules, ce sont nos 3 véhicules commercialisés, les citadines, les compacts et les SUV. Vous les voyez ici dans le paramétrage. Et donc, on peut venir ici définir tous nos critères liés à ces services-là. Donc, la macro-service, l'unité d'œuvre, les descriptions afférentes et ainsi de suite. Donc là, c'est un cas simple. Les volumes vendus pour avoir après les coûts unitaires. Voilà. On va paramétrer nos activités, nos axes d'analyse et ainsi de suite. Les activités, donc on a vu tout à l'heure, les activités de l'entreprise, les axes d'analyse qu'on a définis. Alors là, oui, ça c'était les axes d'analyse des hypothèses qu'on va prendre après dans la BB. Alors, une fois qu'on a paramétré tout ça, on peut générer le calcul, et donc le moteur de calcul va dérouler, et on fait génération détaillée, il va dérouler le calcul pour nous sortir les coûts par client, par activité, par service, etc. Donc là, on a effectivement un journal de log qui explique tout le déroulé, et vous l'avez aussi dans la barre... On vous entend mal. Allô, allô? Est-ce que les autres m'entendent bien? Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Très bien, très bien. Merci. Donc, effectivement, l'outil nous permet aussi nous donne les indications de l'avancement du calcul. On voit bien ici ressources, les clés activités, les inducteurs. Donc, ça, c'est une traçabilité qui nous permet justement de voir le bon déroulé du modèle, et tout un système de log aussi ici dans l'outil. Et il explique toutes les différentes étapes qu'il réalise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la puissance de l'outil, c'est que évidemment, quand il y aura une erreur dans la modélisation, une information manquante, donc un message d'erreur va sortir, soit en rouge, soit en orange, en fonction de si c'est bloquant ou pas bloquant. Et avec un message qui va nous dire, bon, il faut aller venir corriger dans ce fichier, dans cet élément, il manque ci, il manque ça, et ça permet de fiabiliser, ça permet de corriger pour pouvoir faire tourner le modèle. Donc, une fois qu'on a généré ces calculs-là, dans l'outil directement, on peut visualiser les résultats. Donc, on a effectivement un éditeur qui permet de visualiser des rapports en vision web. Et donc, c'est des rapports préparamétrés. On va avoir, par exemple, notre arbre de coûts. Ici, on part de notre PNL. Donc, on a nos 106 000 € de PNL qui vont se décliner. Voilà, entre mes citadines, voilà, mes citadines me coûtent 253 000 €, mes compacts 215 000 et mes SUV 137 000. Et on peut comme ça descendre au niveau le plus bas. Excusez-moi, je vais encore réduire un petit peu le zoom, sinon on ne va pas voir. OK, voilà. Et ainsi de suite. Là, on descend à l'étage activité. Donc, on voit toutes nos activités. La principale étant donc la consommation. Voilà. Cette consommation nous fait le lien aussi avec les ressources qu'on a injectées, donc la production immobilisée, les frais environnés. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir justement cette piste d'audit très, très importante et très utilisée justement pour justifier les coûts. On peut avoir la visualisation en Sunburst de la même manière, ou on peut à ce moment-là zoomer, pareil, de la même manière. Hop. Voilà. Donc, on a ces différentes visions. On peut l'avoir aussi en partition. Voilà. On va pouvoir décomposer. Donc, ici, on va retrouver nos succursales, les clients, et ainsi de suite. Les services. Voilà, de la même manière. Les résultats peuvent être visualisés, comme on a dit, au fait, donc dans l'outil, mais aussi, bon, pour ceux qui utilisent Excel, on peut venir les paramétrer et les injecter.
Nous, on a déjà un rapport préparamétré, au fait, où il suffit juste de venir ici. En fait, ce fichier Excel est connecté à la base. Il suffit de faire une modification dans la base, dans le modèle, et on va pouvoir justement actualiser les données ici. Voilà. Le modèle le fichier est connecté. Si vous pouvez en fait préparamétrer vos reporting, vous avez des reportings standards que vous devez faire tous les mois à la direction générale, etc. Ces reportings, ils sont paramétrés. Le jour, quand vous actualisez le modèle, vous rafraîchissez les chiffres, hop, actualisez et c'est gagné, terminé. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. On peut les visualiser aussi de la même manière sous Power BI. De la même manière ici, le Power BI est connecté au modèle et on peut effectivement disposer de tous les résultats ici sur l'interface. Et là, vous voyez, en fait, on fait notre tableau de bord, on le construit. On va avoir ici notre budget total, les jours hommes, le TJM par exemple. On peut l'avoir donc par type de véhicule. On va avoir la décomposition. Je veux les citadines, hop. Je veux les SUV, combien ça me coûte? Voilà, avec la décomposition par nature. Quel est le coût des SUV qui est répercuté par succursale et ainsi de suite. On va avoir ici même une décomposition des coûts unitaires. Donc, par exemple, ici, dans ce tableau-là, on voit le SUV qui a un coût unitaire qui est beaucoup plus élevé, évidemment, et c'est essentiellement dû à la production immobilisée et les achats et, bon, par rapport aux autres véhicules. On peut faire tout un tas d'analyses. Notre arbre de coûts aussi, qu'on va retrouver ici sous Power BI de la même manière. On va pouvoir justement faire le drill down. Tout ça, c'est permis par le modèle. Le modèle génère justement cet arbre de coûts détaillé. Ce qui est bien aussi, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir aussi comparer deux exercices. Donc, on pourra avoir de la même manière, on peut venir injecter un deuxième rapport. Et donc là, on va avoir, en l'occurrence, 2019 et 2020. Dans cette slide-là, on va pouvoir comparer les deux et voir l'évolution d'une année à l'autre par type de dépenses, par véhicule, etc. Voilà, on peut faire ici des comparatifs d'année en année et voir l'évolution. Et dernier point que je voulais évoquer, non des moindres, c'est l'aspect simulation. Alors, dans notre cas de figure, si on veut simuler un budget, par exemple, ou simuler une évolution. On va dire, par exemple, je vais appliquer des hypothèses. Sur mes ressources, je vais dire, je vais avoir une augmentation des frais de personnel de 3%. Bon, ça c'est classique, c'est quelque chose qu'on applique en général. Très bien. Sur mes activités, je vais dire, attention, je vais avoir une baisse de l'activité consommée d'électronique de 5%, mais par contre, je vais avoir une hausse de l'activité de consommation des roues. Je vais avoir, parce qu'on a des prix en augmentation, parce qu'on a pour X raisons. Et côté service, on sait que les compacts, on va vendre moins 3%, parce que bon, c'est un segment qui perd un petit peu d'ampleur. Par contre, les SUV, ça cartonne et on va gagner 10%. Donc, ce sont des hypothèses qu'on peut appliquer. Et quand on va faire ça, en fait, on va retrouver au fait, voilà, on va avoir un impact de nos simulations. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? On démarre toujours de nos 606 millions de 2019, par exemple. Et on va venir ici voir l'impact de chaque hypothèse sur mon budget. Et donc, quand j'aurai appliqué toutes ces hypothèses business qui sont liées justement à des activités qui sont en déperdition ou en hausse par rapport à des volumes, par rapport à des segments qui sont en croissance ou inversement, voilà le comportement de notre budget. Donc, la baisse de la production des compacts va me générer 6,5 millions de baisse de coûts. La baisse de l'activité consommée électronique de 5%, c'est une baisse de 5%, mais elle ne génère que 2,8 millions de baisse de coûts.
L'activité consommée, les roues, augmente de 5%, donc c'est 1,2 million d'impact. La hausse des frais de personnel de 3%, c'est 1,2 million de coûts en plus. Et la hausse des SUV de 10%, c'est 13,7 millions. Et donc, mon nouveau budget va être de 613 millions d'euros. Et là, on peut le voir ici. Voilà, décomposé. Je viens ici de construire mon nouveau budget 2020 par rubrique. Donc, je vais avoir en achat 306 millions, des amortissements, la production immobilisée, frais de personnel et frais environnés. Et on peut avoir le coût total par véhicule. Et aussi la puissance de l'outil et de l'activity-based budgeting, en l'occurrence ici, c'est d'avoir aussi, au-delà des hypothèses, c'est d'avoir des règles. Les règles, c'est très important aussi, justement pour avoir une vraie réalité économique au modèle. Les règles, c'est quoi, par exemple? Ça va être, on va appliquer des règles fixes sur les ressources. Par exemple, on va dire les frais environnés, ils sont fixes. On va dire, moi, je veux fixer mon budget de frais environnés. Je ne peux pas le dépasser. Je vais fixer aussi toutes les activités un peu transverses, diriger l'entreprise, gérer les ressources humaines, assurer la gestion financière et mettre à disposition les surfaces. On va dire, je suis arrivée à un niveau où j'ai mes charges fixes, où j'ai mes charges transverses que je veux fixer, c'est bon. Et maintenant, il faut que j'optimise mon côté opérationnel et un peu productif. Et donc, je vais fixer par contre aussi concevoir et industrialiser les véhicules SUV. On a dit qu'on a déjà assez investi dans la conception et l'industrialisation des véhicules SUV, mais maintenant, il faut booster la production et la commercialisation. Quel sera donc mon impact sur mon budget si j'applique ces règles fixes? Et du coup, en impactant ces différentes règles, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir économiser 4,5 millions d'euros sur ces règles-là. Et essentiellement sur la production immobilisée, où on va avoir effectivement une économie de 4,7 millions en appliquant ces règles. Pareil, sur les frais environnés, on va gagner 0,2 millions d'euros. Voilà, donc là, on aura construit justement un budget plus pertinent, plus proche de la réalité, et en se fixant des règles et des hypothèses qui vont permettre justement de piloter au mieux le budget. Et ce sont des choses qu'on va retrouver ici dans Valopsia. On va venir ici paramétrer justement nos hypothèses et nos règles. Je vais vous les montrer rapidement. Et comme ça, on pourra passer aux questions-réponses. Donc, voilà ici nos différentes hypothèses qu'on a évoquées tout à l'heure. On vient les paramétrer ici. On peut venir les cocher ou les décocher. Et les règles. Voilà, de la même manière, on vient paramétrer ici nos règles. Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que c'est par palier? Et ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà pour la présentation de l'outil Valopsia. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kenza. Il y a un certain nombre de questions en fait, sur le chat auxquelles j'avais commencé à répondre. Je le fais de manière orale. Il y avait une première question sur la transition vers l'élaboration des budgets pour l'entreprise. Donc, c'est ce que tu as présenté à travers le module ABB, Activity Based Budgeting, où on va pouvoir, en fait, à travers la définition d'un certain nombre d'hypothèses business et de règles liées à l'évolution des charges, pouvoir générer des simulations budgétaires et donc pouvoir construire, en fait, des budgets. Le deuxième point, combien de temps ce logiciel ABC peut être déployé au sein d'une entreprise? En fait, si votre modèle ABC est déjà existant, il tourne sur un autre outil ou sur Excel ou que sais-je, le portage de votre modèle vers Valopsia, c'est quelques sessions de travail, donc 2-3 semaines en général sur nos derniers retours d'expérience. Par contre, si vous ne disposez pas d'un modèle ABC et que le projet consiste à construire le modèle ABC et l'outiller, la durée va de 2 mois jusqu'à 6 mois en fonction de la taille de votre entreprise, de la taille de vos charges. Il y avait une question sur les axes géographiques et clients qui sont natifs au fait dans l'outil, donc on pourra au fait intégrer soit à travers des steps de réallocation, soit à travers les actes analytiques, des attributs, d'intégrer ces axes-là.
Sur le volet client, on peut aller jusqu'à plus loin, notamment quand on est dans la refacturation interne, à travers la démarche Cost Plus pour rajouter une marge positive ou négative d'ailleurs, pour pouvoir en fait générer le coût par client ou le prix par client. Une question sur le caractère cloud ou pas de l'outil. Vous avez les deux possibilités. Vous pouvez en fait soit bénéficier en fait d'un hébergement dans nos data centers qui bénéficient des meilleurs standards de sécurité, donc en mode cloud, donc à travers un lien web où vous allez vous connecter partout. Soit vous préférez l'héberger en fait dans vos serveurs, dans vos data centers. Vous avez les deux possibilités. Chez nos clients, on a les deux exemples. Essentiellement des clients qui hébergent dans leur data center, mais on a de plus en plus de clients qui migrent ou qui installent sur notre propre cloud. Question, est-ce qu'on peut valoriser un forecast, un budget? Bien évidemment. En fait, Kenza a parlé des instances. On peut créer autant d'instances qu'on souhaite. Une instance arrêtée mensuelle, arrêtée trimestrielle, forecast, budget, simulation 1, simulation 2. Donc, on peut en fait valoriser de manière analytique l'ensemble des échéances budgétaires, arrêtées, forecast, budget. Autre question sur l'historique des anomalies erreurs. Comme ça, vous pourrez peut-être vous montrer quand on exécute, quand on lance l'exécution. En fait, le dispositif de contrôle intégré dans l'outil va faire ressortir en lecture directe l'ensemble des anomalies et erreurs, qui soient bloquantes ou non bloquantes. Et point important, c'est que l'outil va nous dire, bah, voilà la donnée qui est pas bonne, ou voilà la source de la donnée pour qu'on puisse aller vérifier, contrôler, corriger, et après on va relancer en fait le modèle. Autre point sur le nombre d'activités, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que parmi les bonnes pratiques, c'est de ne pas construire d'usine à gaz, et ça impacte notamment le volet activité. Beaucoup de personnes pensent que plus on est fin, plus on est juste, et en fait, c'est pas toujours vrai. Donc, il faut vraiment caler la granularité en fait de nos activités sur le niveau le plus pertinent en termes d'analyse sans construire d'usine à gaz. Mais on a des modèles qui tournent dans Valopsia qui vont de 40, 50 activités, 100 activités, jusqu'à plusieurs milliers d'activités. Donc, il n'y a pas de limite. Après, le temps de calcul va être un peu plus long si on a plusieurs milliers d'activités que si on en a 40, 50 ou 100. Mais on peut avoir autant d'activités qu'on les souhaite. Par rapport au paramétrage, ça c'est vraiment un point fort de l'outil. Est-ce qu'il est accessible pour les équipes? Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de paramétrage de type script ou qui nécessite l'intervention d'un développeur ou d'un consultant. Un des points forts de l'outil, c'est qu'après la formation qui sera faite, en fait, les équipes d'administration fonctionnelle ou les équipes de contrôle de gestion vont pouvoir créer des nouveaux modèles, rajouter des attributs, rajouter des axes, changer des activités, actualiser le catalogue de produits. Donc, il n'y a pas de paramétrage et c'est vraiment un des points forts de l'outil par rapport à d'autres outils, c'est que vous devenez très vite très autonome dans la modélisation en fait de vos modèles analytiques, dans le rajout, dans la multiplication, dans l'optimisation. Donc c'est vraiment accessible à un contrôleur de gestion, un administrateur fonctionnel après 2 ou 3 jours de formation. Pardon, juste pour revenir rapidement justement à la question tout à l'heure des messages d'erreur. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu mon écran pendant que Karim parlait. J'ai expressément en fait fait une erreur au fait dans le modèle où j'ai changé une activité de indirect à direct alors qu'elle ne l'est pas. Et du coup, voilà, un message d'erreur qui sort du modèle et qui nous dit qu'il y a un souci justement sur l'activité justement AS001 et donc voilà, qu'il faut pouvoir corriger. Donc c'est là où après on revient justement dans nos référentiels, on vient corriger pour que le message d'erreur disparaisse. Donc là, c'était ça. En fait, c'est une activité qui était indirecte. Voilà. C'est direct. Il y a une question sur le mode de licensing. Aujourd'hui, au fait, pour Valopsia, vous avez deux possibilités, soit de payer une licence perpétuelle
dans le prix dépend en fait de la taille de votre budget et du nombre de modèles que vous avez dans votre entreprise. On a des clients qui ont un modèle, notamment dans les entreprises qui ont des coûts informatiques importants, des modèles analytiques informatiques, des modèles analytiques fonction support, un modèle analytique global. Donc une licence perpétuelle plus une maintenance annuelle. Donc ça, c'est le premier mode de licensing. Le deuxième mode de licensing, c'est de payer une redevance annuelle qui va intégrer au fait le coût de la licence et le coût de la maintenance. Point très important chez Valopsia, c'est que la maintenance annuelle intègre la maintenance corrective en cas d'incident, de bug. La maintenance évolutive mineure en fait au fait entre 2 et 4 versions par an qui apportent des nouvelles fonctionnalités, des améliorations, mais aussi les évolutions majeures où tous les 18 mois, au fait, on sort une nouvelle version majeure avec au fait des changements très importants. Et au fait, on ne vous fait pas payer au fait ces évolutions, qui soient mineures ou majeures, c'est intégré dans la maintenance. Pardon, je disais, au fait, il y a une question sur l'enregistrement. On vous enverra l'enregistrement et le support de présentation. Il y a une question sur les rajouts éventuels de KPI. Comme je disais tout à l'heure, au fait, on va intégrer dans un modèle analytique des données qui viennent des données financières, qui viennent des données opérationnelles. Et donc, au fait, c'est un super outil finalement de consolidation de données de pilotage. Ce qui est intéressant dans des tableaux de bord, c'est de présenter des données financières, des données analytiques, mais aussi des données opérationnelles qui vont expliquer notamment de la volumétrie, des choses comme ça. Et donc, au fait, on pourra au fait restituer l'ensemble de ces données dans des tableaux de bord pour en faire des KPI, des indicateurs de pilotage. Il est 12h11, on a dépassé un petit peu le créneau, mais c'était intéressant. Est-ce que vous avez, s'il y a d'autres questions? Si quelqu'un souhaite prendre la parole. Parfait. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour votre présence et pour votre participation active, vos questions. On partage avec vous le support et l'enregistrement. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitiez faire la présentation à des collègues, à votre management. Si vous avez des questions, d'autres questions, d'autres éléments, n'hésitez vraiment pas, on est à votre disposition pour d'autres présentations, des démos au sein de vos entreprises ou pour répondre à vos questions. On vous remercie encore. On vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci Lamia. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci. Merci beaucoup.